Bonjour à tous. Cette petite vidéo va servir de bilan des travaux que nous avons réalisés en cours et en TP récemment sur la partie qui parle des mouvements de mobiles dans des champs uniformes. Tout d'abord, nous avons parlé des champs uniformes de pesanteur. Il faut savoir qu'autour d'un astre, comme par exemple la Terre, il existe des propriétés physiques particulières qui font que tous les objets massifs à proximité de la Terre vont essayer de se rapprocher de son centre. On dit alors qu'autour de la Terre, il y a une région appelée un champ de pesanteur. Et pour montrer les particularités de cette région-là, on représente le champ de pesanteur par un vecteur dont le symbole est petit g, nous le voyons ici, nous le voyons là, représenté en rouge. Et lorsqu'une particule ayant une masse se retrouve dans ce champ de pesanteur, dans cette région-là, elle subit alors une force qui s'appelle son poids, représenté ici par un vecteur bleu. Vous pouvez remarquer que les deux vecteurs rouges représentant le champ de pesanteur, au point A et au point B, ces deux vecteurs-là sont vraiment différents. Ils n'ont pas la même direction, pas le même sens, ils n'ont pas non plus la même valeur. On voit que G en B est plus intense que G en A, parce que nous sommes plus près de la Terre, donc les effets se font plus ressentir. C'est trop compliqué pour nous. On préfère travailler finalement dans une région plus restreinte, une région à proximité de la Terre, où la verticale sera toujours la même, et où l'intensité de la pesanteur sera toujours la même. On dit donc que le champ de pesanteur est uniforme, il est représenté par un vecteur qui est toujours dirigé dans la même direction, dans le même sens, et qui a toujours la même valeur. Et donc, en ces endroits-là, un corps placé en un point A, corps qui a une masse M, subira une force qui s'appelle son poids P, et l'expression de la force sera P égale M fois G. C'est une relation évidemment essentielle à connaître. Alors étudions le mouvement d'un objet lancé dans le champ de pesanteur. J'ai pas donné ce terme-là en cours, mais il faut savoir que nous étudions, nous, toujours ce que l'on appelle la chute libre d'un corps. Alors, pourquoi dit-on une chute libre? C'est tout simplement parce qu'il n'y a qu'une seule force qui va agir sur le mobile pendant son mouvement. Par exemple, sur ce lancer franc, ici, vous voyez, on considère que le ballon ne subit que son poids, que l'attraction terrestre. Il ne subit pas de force de frottement, il ne subit pas de poussée d'Archimède, il ne subit qu'une seule force, son poids. Voilà pourquoi on dit qu'on est en train d'étudier une chute libre. Or, vous savez que la relation essentielle de la mécanique, c'est la deuxième loi de Newton qui dit que la somme des vecteurs force extérieure est égale à m fois, m étant la masse du mobile, l'accélération. Or, si la seule force qui agit, ici écrite en rouge, est le poids, on va alors pouvoir résumer la deuxième loi de Newton en bleu par P égale M fois A. On remplace la somme des vecteurs force extérieure par le simple poids. Or, le poids, on l'a vu, s'écrit P égale M fois G. Donc, on se retrouve avec une égalité assez simple. P égale M fois G égale M fois A. Et par simplification, on peut enlever le terme M de chaque côté, ce qui fait que l'on revient à une égalité que vous devez vraiment bien retenir. À chaque fois qu'on se situe dans le cas d'une chute libre d'un corps, où seul le poids intervient, eh bien l'accélération sera toujours égale au vecteur champ de pesanteur. Une fois que vous avez établi cette égalité-là, vous pouvez retrouver les coordonnées du vecteur A dans le repère espace qu'on vous proposera, souvent un repère à deux axes. Une fois que vous aurez ces coordonnées-là, puisqu'on sait que le vecteur A correspond à la dérivée du vecteur V, eh bien, en recherchant les primitives, c'est-à-dire par une intégration, on peut retrouver les coordonnées du vecteur vitesse. Il faut que les coordonnées du vecteur vitesse, une fois dérivées, nous permettent de retomber sur les coordonnées du vecteur accélération. Encore une fois, on peut, en primitivant, c'est-à-dire par une intégration, retrouver les coordonnées du vecteur position, puisque la vitesse étant la dérivée de la position, on peut retrouver les coordonnées du vecteur position à partir de leur dérivée. Et au final, très souvent, on vous propose dans un exercice de retrouver l'équation de trajectoire à partir des deux égalités x en fonction de t, y en fonction de t, de retrouver l'équation y en fonction de x. Voilà, donc une fois qu'on a toutes ces équations, on peut comprendre quelles sont les particularités du mouvement. C'est souvent une parabole s'il y a une vitesse initiale, c'est-à-dire qu'on a lancé l'objet. Mais si on lâche l'objet, il n'y a pas de vitesse initiale, alors son mouvement sera beaucoup plus facile à décrire, il sera rectiligne, accéléré, la vitesse augmentant sous l'effet de l'accélération.
Alors il faut bien penser que la trajectoire parabolique dépend de plusieurs paramètres, notamment de la vitesse initiale. Vous voyez sur ce document que par exemple la courbe marron correspond à une vitesse plus grande que pour la courbe bleue ou verte. Ça dépendra aussi, cette trajectoire-là, de la hauteur à laquelle on se place au départ, l'objet n'atteignant pas la même distance. Et puis ça dépend aussi de l'inclinaison de la vitesse initiale, dans quelle direction on lance l'objet, c'est-à-dire de l'angle, le fameux angle alpha dont on a parlé. Et au final, tout ce que l'on vient de comprendre pour le champ, pour le mouvement d'un objet dans un champ de pesanteur, finalement on peut comprendre très facilement comment faire l'étude du mouvement d'une petite particule électrique dans un champ électrique uniforme. Alors voilà, vous avez ici un condensateur plan, une plaque A en haut, une plaque B en bas. Au milieu de ces deux plaques-là, il existe un champ qui est le même partout. On le représente donc par un seul petit vecteur E. Ici, il est toujours perpendiculaire aux plaques. Donc si les plaques sont horizontales comme ici, le vecteur E sera vertical. Et ça dépendra aussi de la vitesse à laquelle les petites particules électriques rentrent dans ce champ, vitesse représentée ici en jaune. Et là, particulièrement, vous voyez, la trajectoire est représentée en bleu. C'est une trajectoire parabolique, ça ressemble vraiment à ce que pourrait être, par exemple, le champ d'un objet ayant une certaine masse qu'on lancerait horizontalement dans le champ de pesanteur terrestre. Voilà, en espérant que ce bilan vous a aidé à mieux comprendre la finalité de toutes ces études. Je vous remercie, à bientôt.